Il y a des pays où le temps politique avance vite, presque brutalement, au rythme des crises, des alternances, des ruptures visibles et des basculements soudains. Et puis il y a des pays où le temps semble suspendu, ralenti, presque figé, comme si l'histoire avait décidé de marcher au ralenti. Et le Cameroun appartient clairement à cette deuxième catégorie. Un pays où l'on a parfois l'impression que rien ne change vraiment, alors même que tout, en profondeur, est en train de se transformer lentement, silencieusement, presque imperceptiblement. Et au cœur de cette impression de stabilité se trouve une figure centrale, une figure qui domine la vie politique depuis plus de 4 décennies, une figure qui incarne à elle seule la continuité de l'État. Paul Biya, un homme qui a vu passer des générations, des crises, des oppositions, des réformes annoncées et souvent différées, un homme qui a résisté là où beaucoup d'autres ont chuté. Mais justement, c'est peut-être cette longévité exceptionnelle qui pose aujourd'hui la question la plus sensible, la plus stratégique, la plus inévitable, celle de savoir si un cycle politique touche à sa fin, non pas dans le sens d'une chute imminente ou spectaculaire, mais dans le sens plus profond, plus structurel, d'un système qui arrive progressivement au bout de sa logique interne. Car en politique, les régimes ne s'effondrent à toujours dans le bruit. Ils s'épuisent souvent dans le silence. Ils se transforment, ils s'adaptent, ils résistent, jusqu'au moment où ils ne peuvent plus éviter certaines réalités fondamentales. Et pour comprendre si le Cameroun est à ce moment précis, il faut d'abord accepter une idée essentielle, celle que la stabilité apparente peut être trompeuse, qu'elle peut masquer des tensions accumulées, des frustrations diffuses, des déséquilibres qui ne demandent qu'un déclencheur pour s'exprimer pleinement. Et c'est là que l'analyse devient intéressante, parce que le régime camerounais ne correspond pas au schéma classique de chute brutale que l'on a pu observer ailleurs. Il ne montre pas les signes évidents d'un effondrement immédiat, il ne fait pas face à une insurrection généralisée, il ne subit pas une pression internationale insoutenable. Et pourtant, il donne le sentiment d'un système qui arrive à un moment charnière de son existence, un moment où la question n'est plus de savoir s'il est solide aujourd'hui, mais s'il est capable de se projeter dans l'avenir, sans son architecture actuelle, sans ses figures historiques, sans ses équilibres traditionnels. Et c'est précisément là que la notion de fin de cycle prend tout son sens, car une fin de cycle ne signifie pas forcément la fin d'un régime au sens strict, elle peut simplement signifier la fin d'une manière de gouverner, la fin d'une génération politique, la fin d'un mode de gestion du pouvoir. Et dans le cas du Cameroun, plusieurs signaux faibles mais convergents indiquent que quelque chose est en train de changer, lentement mais sûrement. Le premier de ces signaux est évidemment lié à la personnalisation extrême du pouvoir, car malgré l'apparence d'institutions, de partis, de structures administratives, le système reste profondément centré autour d'un individu. Et cela crée une dépendance structurelle qui devient problématique avec le temps, non pas à cause d'un événement précis, mais simplement à cause de la réalité biologique, une réalité que personne ne peut ignorer, même dans les systèmes les plus verrouillés. Et cette question, même si elle n'est pas toujours exprimée publiquement, est présente dans tous les esprits, dans les cercles du pouvoir, dans l'opposition, dans la société civile, dans la diaspora. Elle est là, en permanence, comme une variable silencieuse qui influence les calculs politiques, les stratégies individuelles, les alliances informelles, car lorsqu'un système repose aussi fortement sur une figure centrale, la question de l'après ne devient pas inévitable, elle devient même structurante, elle redéfinit les comportements, elle accélère certaines dynamiques et en freine d'autres. Et c'est précisément ce que l'on observe aujourd'hui, une élite politique qui semble à la fois stable sur surface et traversée en profondeur par des logiques de repositionnement, de prudence, parfois même d'attentisme, parce que dans un contexte incertain, le premier réflexe des acteurs du système n'est rarement de provoquer le changement, mais plutôt de s'y préparer discrètement. Et cette préparation invisible est souvent l'un des signaux les plus révélateurs d'une fin de cycle, car elle indique que le système lui-même commence à intégrer l'idée qu'il ne pourra pas continuer indéfiniment sous sa forme actuelle. Et à côté de cette dimension interne, il y a un autre facteur tout aussi déterminant, celui de la société et en particulier celui de la jeunesse. Une jeunesse responsable, une majorité démographique, une jeunesse connectée, informée, exposée à d'autres réalités politiques, à d'autres formes d'expression et qui, même si elle ne s'exprime pas toujours dans les urnes, développe progressivement une conscience politique différente, une attente différente, une impatience différente. Et c'est là que le décalage devient visible, parce que le système politique camerounais, dans sa structure actuelle, reste largement dominé par une génération qui ne partage pas nécessairement les mêmes références, les mêmes priorités, les mêmes modes de communication. Et ce décalage, même s'il ne produit pas immédiatement une rupture, crée une tension latente, une forme de distance entre le pouvoir et une partie de la population,
une distance qui peut rester stable pendant un certain temps, mais qui, dans certaines conditions, peut devenir un facteur de basculement, surtout si elle se combine avec d'autres éléments, comme les difficultés économiques, le chômage, les inégalités, ou encore le sentiment d'injustice. Et c'est justement cette accumulation de facteurs qui rend l'analyse complexe, parce qu'aucun de ces éléments pris isolément ne suffit pas à provoquer un fin de cycle, mais leur combinaison progressive peut créer un contexte propice à une transformation, qu'elle soit contrôlée ou subie. Et dans le cas du Cameroun, cette combinaison existe, elle est même visible, mais elle n'a pas encore atteint un niveau critique, ce qui explique pourquoi le système continue de fonctionner, pourquoi il donne encore l'impression de tenir, de contrôler, de maîtriser. Mais cette maîtrise elle-même mérite d'être interrogée, parce qu'elle repose en grande partie sur des mécanismes qui ont fait leurs preuves dans le passé, mais qui pourraient être moins efficaces à l'avenir, notamment dans un environnement de plus en plus connecté, de plus en plus imprévisible, de plus en plus influencé par des dynamiques extérieures, que ce soit au niveau régional ou international. Car le Cameroun ne vit pas en vase clos, il est inséré dans un espace africain en mutation, un espace où les transitions politiques prennent des formes diverses, parfois pacifiques, parfois conflictuelles, parfois inattendues. Et ces expériences, même si elles ne sont pas directement transposables, influencent les perceptions, les imaginaires, les attentes, elles alimentent des débats, des projections. Et dans ce contexte, la question de fin de cycle devient aussi une question de perception, une question de moment, parce qu'un régime peut être objectivement solide et subjectivement perçu comme affaibli. Et cette perception peut avoir des conséquences réelles. Elle peut influencer les comportements électoraux, les mobilisations, les alliances, les stratégies des acteurs économiques et même les décisions des partenaires internationaux. Et c'est pourquoi il est important de ne pas réduire la question à une simple analyse institutionnelle ou sécuritaire. Il faut également intégrer cette dimension immatérielle, cette dimension psychologique qui joue un rôle clé dans les dynamiques politiques. Et si l'on prend un peu de recul, on se rend compte que le Cameroun se trouve dans une situation paradoxale, une situation où le pouvoir est à la fois stable et fragilisé, où l'opposition est à la fois active et limitée, où la population est critique et prudente. Et ce paradoxe explique en grande partie l'absence de basculement spectaculaire, mais il n'annule pas pour autant l'existence d'une évolution en cours, une évolution lente, diffuse, mais réelle. Et c'est cette évolution qui alimente l'idée d'un fin de cycle, non pas comme un événement imminent, mais comme un processus en cours. Un processus qui peut encore durer, qui peut prendre différentes formes, qui peut être influencé par des facteurs internes et externes, mais qui semble difficile à inverser complètement, car une fois qu'un système entre dans une phase de questionnement sur lui-même, sur sa capacité à se renouveler, sur sa légitimité à long terme, il devient plus vulnérable, non pas forcément à court terme, mais dans sa trajectoire globale. Et c'est là probablement que se joue l'avenir politique du Cameroun, dans cette capacité ou cette incapacité à transformer une fin de cycle potentielle en une nouvelle phase, plus adaptée, plus inclusive, plus en phase avec les réalités contemporaines. Et cette transformation, si elle doit avoir lieu, dépendra de nombreux facteurs, de la volonté des élites, de la capacité de l'opposition à se structurer, de l'évolution des attentes sociales, mais aussi de variables plus imprévisibles, comme les crises, les événements déclencheurs, les dynamiques régionales. Car en politique, les trajectoires ne sont jamais linéaires, elles sont faites de ruptures, d'accélération, de ralentissement et parfois de surprises. Et c'est précisément ce qui rend la question de fin de cycle à la fois fascinante et incertaine, parce qu'elle ne peut pas être tranchée de manière définitive, elle ne peut être canalisée, interrogée, explorée, en tenant compte de la complexité du réel, de la multiplicité des acteurs, de la diversité des intérêts et surtout de cette vérité fondamentale, un régime ne tombe pas seulement parce qu'il est affaibli, il tombe parce qu'un nouvel équilibre devient possible, crédible, acceptable, et c'est peut-être là, au fond, que se trouve la véritable question pour le Cameroun aujourd'hui, non pas simplement savoir si le régime de Paul Biya est en fin de cycle, mais savoir si les conditions d'un nouvel équilibre politique sont en train d'émerger, lentement, silencieusement, mais inexorablement, et si c'est le cas, alors la fin de cycle ne sera pas un effondrement, mais une transition, une transformation, un redéfinissement du pouvoir, de ses règles, de ses acteurs et de sa légitimité. Et cette transformation, si elle doit avoir lieu, dépendra de nombreux facteurs, de la volonté des élites, de la capacité de l'opposition à se structurer, de l'évolution des attentes sociales, mais aussi de variables plus imprévisibles, comme les crises, les événements déclencheurs, les dynamiques régionales. Car en politique, les trajectoires ne sont jamais linéaires, elles sont faites de ruptures, d'accélération, de ralentissement et parfois de surprises.
Et c'est précisément ce qui rend la question de fin de cycle à la fois fascinante et incertaine, parce qu'elle ne peut pas être tranchée de manière définitive, elle ne peut être canalisée, interrogée, explorée, en tenant compte de la complexité du réel, de la multiplicité des acteurs, de la diversité des intérêts, et surtout de cette vérité fondamentale: un régime ne tombe pas seulement parce qu'il est affaibli, il tombe parce qu'un nouvel équilibre devient possible, crédible, acceptable, et c'est peut-être là, au fond, que se trouve la véritable question pour le Cameroun aujourd'hui. Non pas simplement savoir si le régime de Paul Biya est en fin de cycle, mais savoir si les conditions d'un nouvel équilibre politique sont en train d'émerger, lentement, silencieusement, mais inexorablement. Et si c'est le cas, alors la fin de cycle ne sera pas un effondrement, mais une transition, une transformation, un redéfinissement du pouvoir, de ses règles, de ses acteurs et de sa légitimité. Et cette transformation, si elle doit avoir lieu, dépendra de nombreux facteurs, de la volonté des élites, de la capacité de l'opposition à se structurer, de l'évolution des attentes sociales, mais aussi de variables plus imprévisibles, comme les